L'amour divin, le seul qui peut remplir notre cœur et notre âme. Pour la majorité des humains, l'amour est un sentiment, une passion, un délire, une maladie, etc. Et même une maladie incurable. Non. Le véritable amour n'est rien de tout cela. C'est un état de conscience auquel parvient celui qui a longtemps marché sur le chemin du perfectionnement de soi. Il est la récompense donnée à celui qui a compris qu'il ne serait véritablement heureux qu'en s'approchant chaque jour davantage du monde de la pureté, de l'harmonie, de la lumière, qui est le monde de Dieu lui-même. Comme Dieu est la source de l'amour, vous recevez le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir. Sentir que vous êtes capable d'étendre votre amour au monde entier, à toutes les créatures, à toute la création. Vous êtes capable de ne plus concentrer tous vos sentiments, toutes vos pensées sur une seule créature humaine, en attendant qu'elle satisfasse tous vos besoins, ce qui entraîne nécessairement souffrance et déception. Vous approchez chaque jour de l'amour divin qui seul peut remplir votre cœur et votre âme. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci d'être au rendez-vous. Merci de toujours nous préférer. Je vous informe que tout à l'heure, nous recevrons au cours de cette messe de l'information Raphaël Chilima. Il est phytothérapeute, médecin. Il est notre invité ce soir. La contribution de la phytothérapie au développement du continent africain et de ses pays sera la substance au cœur de notre entretien ce soir. Mais avant, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale. Le nouveau répertoire des prix de référence applicables dans l'administration publique officiellement lancé ce jour à Cotonou, ce document en est à sa 16e édition. C'est surtout au sein des couples que la plus grande violence se passe et la violence psychologique est vraiment en train de se développer. La commune d'Agoumé-Calavi contre le plus grand nombre de viols. Nous en parlons avec la sortie de l'Institut national de la femme ce soir. Nous nous rendrons à Sénandé, à Cotonou, pour vous faire état des lieux de caniveaux à ciel ouvert qui perturbent le quotidien des populations. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa, le siège de l'information, 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'info pour vous informer. Le nouveau répertoire des prix de référence applicables dans l'administration publique au Bénin a été officiellement rendu public ce jour à Cotonou.
Le document en est à sa 16e édition. Cette année, le document encadre les coûts des commandes publiques afin d'éviter les surfacturations. Un document à l'usage des responsables des chaînes des dépenses publiques, mais aussi des fournisseurs de biens et services et aussi des structures de l'État. Le lancement a eu lieu à la salle de conférence du ministère des Finances et de l'économie à Cotonou. Spero Aoussino et Janvier Elette étaient de la partie pour Gulf TV Africa. Instauré depuis 2007, le répertoire des prix est un outil de planification et une clé de voûte dans l'architecture des dépenses publiques pour la sincérité des prévisions budgétaires. Il est le socle du système de costing par le référentiel Siscoref, une nouvelle application rendue disponible pour l'évaluation financière des besoins des administrations en vue d'assurer la qualité de la dépense publique et la sincérité des coûts des commandes. Pour cette année, nous voulons faire l'expérimentation d'élarguer les produits de santé et se confier au référentiel édité par la SOBAPS. Bien évidemment, nous avons pris les dispositions pour que cette liste soit disponible aux utilisateurs au même moment que le répertoire des prix de référence. Voilà tant d'innovations qui entourent le nouveau répertoire des prix de référence qui a devant lui de grandes perspectives. En termes de perspectives, nous pensons codifier les articles du répertoire des prix de référence pour se conformer à la comptabilité matière, de telle sorte que les gens auront des facilités à pouvoir intégrer dans leur logiciel les différents articles et cela aussi nous permet de garder l'historique de l'évolution des prix de chaque article codifié. Le référentiel des prix fixe les prix d'achat par l'État des articles répartis en plusieurs catégories de biens et services. Les articles répertoriés sont ceux susceptibles de faire l'objet de commandes par les structures publiques, a indiqué le directeur national du contrôle des marchés publics. L'usage du répertoire des prix de référence vous permet de contribuer aux dépenses publiques de qualité. Alors, nous avons remarqué les années antérieures que grâce au principe de l'homologation, on a fait gagner près de 2 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et sachez que ces bénéfices ou ces gaps que nous gagnons pour l'État béninois servent à financer forcément d'autres activités prises en compte lors des revues des PTA, donc permettent toujours au ministère d'aller dans le sens des dépenses efficientes ou des dépenses de qualité. Alors, ce que je souhaiterais demander évidemment à tous, c'est de faire franchement un bon usage du répertoire des prix de référence, ce qui nous permettra de gagner du temps, parce que chaque fois que vous allez vous dérober à l'utilisation du répertoire, vous serez confronté à des difficultés d'aboutissement de votre dossier. Le répertoire des prix de référence est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures de l'administration publique et de diverses personnes ressources, avec l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances a rappelé à cet effet l'utilité du document. Ce document sert de référence dans l'estimation des coûts des commandes lors de la planification et de la programmation des dépenses publiques. Il est le socle de notre système de costing pour le référentiel, une nouvelle application rendue disponible pour l'évaluation financière des besoins de nos administrations en vue d'assurer une certaine qualité et la sincérité des coûts de nos commandes. L'édition présente est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures de notre administration publique et d'un certain nombre de personnes ressources. La présente édition a permis de poursuivre l'encadrement du coût des matériaux de construction des modules de classe, des latrines, des centres de santé, des forages, des fosses septiques, etc. Je voudrais vous exhorter, vous, des PAF, PRMP et personnes désignées chargées de la conduite des procédures de seuil de dépenses à faire exécuter vos opérations budgétaires
suivant les prix du référentiel. Les prix mentionnés dans le répertoire sont toutes taxes comprises pour les produits assujettis à la TVA et hors taxes pour les produits exonérés de la TVA. C'est surtout au sein des ménages que la plus grande violence se passe et la violence psychologique est vraiment en train de prendre et se développe sous diverses formes. La commune d'Abroumé-Calavi au Bénin compte le plus grand nombre de cas et aussi des cas de viol. Ces informations ont été rendues publiques par Mme Huguette Bokpayankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. C'était ce vendredi à Cotonou lors d'une sortie médiatique. Reportage. Maintenant, les conclusions que nous en tirons, j'ai déjà commencé à en parler. D'abord sur la pertinence de la création de l'Institut national de la femme, je crois que nous n'avons plus de doute. L'Institut était attendu, l'Institut est assailli de façon positive, on va dire, et l'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée, et que chacun puisse exprimer librement son potentiel, chacun puisse avoir, que les femmes puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les jeunes garçons et que les jeunes hommes, pour poursuivre ses études, qui pour poursuivre sa formation, qui pour participer à la vie politique et publique, etc. Sur le statut socio-économique des victimes, comme je l'ai dit, nous sommes en proie vraiment à une tendance des jeunes femmes à accepter de vivre en couple en renonçant à leur travail, en renonçant à la poursuite de leurs études, en renonçant à une formation, etc. Beaucoup de femmes sont venues nous dire que leur mari a demandé de ne pas, leur compagnon a dit de ne pas travailler. Beaucoup de femmes ont dit que progressivement, elles ont, à force de n'être occupées qu'aux tâches domestiques, qu'elles ont perdu leur travail. Et beaucoup de jeunes filles semblent ne pas être gênées par l'idée d'accepter de vivre aux côtés d'un homme sans avoir de travail. Donc cela nous préoccupe et nous devons vraiment travailler à ce que dans les sensibilisations que l'Institut national va faire, le réveil des femmes à la découverte d'elles-mêmes, le relèvement de l'estime de soi, qui va faire que les femmes vont comprendre qu'elles sont nées avec du potentiel, qu'elles sont nées avec, comment dirais-je, il y a une destinée pour elles, et que cette destinée ne se confond pas au mariage. Leur destinée ne se limite pas au service à l'homme avec lequel elles ont décidé de se mettre, mais qu'elles ont aussi une destinée propre aux côtés de cet homme. Je crois aussi qu'il est important que dans notre sensibilisation, nous rappelions également que les charges du ménage sont partagées. Le Code des personnes et de la famille a dit que chacun apporte, le père, la mère, l'époux, l'épouse apporte sa part de contribution selon ses moyens aux charges du ménage. Sur l'état d'esprit des auteurs, il y a un plus grand nombre d'hommes que nous invitons qui viennent, soit ils viennent et viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Beaucoup également sont dans les liens de plusieurs ménages. Je vais donner un exemple. La victime qui vient nous voir a 2 enfants avec un homme. Quand nous invitons l'homme nous annonce qu'il en a 9 et qu'il en a de différents lits. Donc, quand nous demandons, je vous donne carrément un exemple. Nous avons demandé donc un certain montant pour la pension alimentaire pour les 2 enfants dont la maman est venue nous voir. Et c'est là que nous apprenons qu'il y a 9 enfants. Et effectivement, on nous rapporte la preuve qu'il y a 9 enfants. Et maintenant, nous recevons des courriers des différents enfants des différents lits, nous demandant de régler en même temps leurs problèmes. Donc,
il y a vraiment, il se passe quelque chose dans notre société. Le concept de la vie en commun du couple est en train de se liquéfier, si je puis ainsi dire. Il y a énormément de cas de refus de payer la pension alimentaire avec de l'aplomb dans l'attitude. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable. » Maître Huguette Bokpe-Yankadia, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme du Bénin. Au quartier Sénandé, toujours à Cotonou, nous sommes à Akpakpa, des caniveaux non couverts perturbent le quotidien des populations. Au dire des riverains, cet état de choses remonte à plus de 5 ans déjà et ne semble toujours pas être au nombre des préoccupations des autorités locales et communales. Golf TV Africa est allé faire le constat. Imaginons. Caniveau bouché, non curé, à ciel ouvert et transformé en dépotoir d'ordures. C'est le spectacle auquel vous assistez à ce carrefour situé en plein cœur de la ville de Cotonou, au quartier Sénandé. Cette roue-là tue beaucoup. Et on a beaucoup grogné, les gens parlaient à la radio, mais ça demeure toujours comme ça. C'est pas ici seul. Vous allongez la voie jusqu'à Sénandé là-bas, jusqu'à votre roue, même à truc là, comment dirais-je, sur la voie et truc, tout est gâté, allongé. On parle de la mairie, on ne sait pas si c'est la mairie ou bien si c'est le gouvernement qui va faire, on n'en sait plus rien. Et les gens qui curent encore les caniveaux, quand ils viennent, ils cassent encore de plus en plus. Ça, vous-même, vous voyez, non? Donc, on ne sait pas à qui se plaindre. Et les gens tombent dedans, les gens cassent les pieds. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Fatigués, lassés et exaspérés par ce trou béant, vieux de plusieurs années et source de nombreux accidents, les habitants de ce quartier ne savent plus à quel saint se vouer. Ah, c'est là maintenant, c'est depuis le régime, les 5 ans passés avant. Hein. C'était comme ça un peu avant le régime de faim. Mais avant 5 ans après de talon, là, ça s'empire. Ça s'empire. Et surtout vraiment, si tu ne sais pas faire, même les petits caniveaux d'eau là, ils ont enlevé toutes les couvertures, on tombe dedans. Les gens cassent les pieds, même en marchant, si tu ne regardes pas devant et par terre même, tu vas tomber dedans. Ça fait à peu près 5 ans, plus de 5 ans. C'est tout comme ça, c'est partout. C'est partout. Ce n'est pas ici seul. Allez vers le pavé de Yenawa, vous allez voir, les gens tombent dedans et CPDM, c'est partout. Une situation qui est aggravée pendant la saison pluvieuse. Cette trou que voici crée d'énormes dégâts, surtout pendant la saison pluvieuse. Alors s'il pleut comme ça, alors les gens, même nous les autochtones aussi, là, ne maîtrisent pas bien, qui ne maîtrisent pas bien la voie, tombent dans les trous. Surtout les piétons, ils voient les motos, les motocyclistes aussi, donc tout le monde tombe dans le trou. Pour Rodolphe Akako, ces caniveaux à ciel ouvert font tâche sur les efforts du gouvernement de redynamiser les infrastructures routières des communes du Bénin. C'est pour cela que même si le gouvernement travaille, on dit qu'il ne fait rien. Parce qu'en passant par ici, tu vois qu'il y a des problèmes dans la société et le gouvernement, même la mairie de Duc, comment dirais-je, police municipale est là-bas, non? C'est là-bas. Ils allons les voir, ils voient, même ils attrapent les émigrants, les trucs là. Ils voient ça, mais ils ne s'occupent pas de ça. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais c'est déplorable, quoi. Je me pose la question s'il y a encore des autorités en charge dans notre arrondissement. Parce que quand on va s'exprimer bien, il y a le délégué, il y a les conseillers, il y a le CA, il y a partout. Je ne sais pas s'ils ont fait le constat. Normalement, c'est à eux de faire le constat et de rendre acquis de droit pour que ça peut être refait.
À quand donc la fin du calvaire pour les populations de Sénandé? L'avenir nous le dira. Les étrangers qui viennent dans certaines localités sont censés se faire enregistrer auprès des élus locaux. À Parakou, dans le Borgou, les chefs quartiers accueillent avec allégresse la mesure. Ils relèvent cependant quelques difficultés. De Parakou, voici les explications de notre correspondant permanent sur place, Fidèle Ezimaba. L'insécurité et les mesures de contrôle doivent davantage se renforcer dans les quartiers. Et cela relève surtout de la responsabilité des élus locaux de ces quartiers. Les étrangers doivent se faire enregistrer auprès des chefs quartiers comme le veut une décision récente. Il n'est pas rare de voir un nombre important de personnes vivre dans une maison qui peut à peine contenir 5 personnes. Le délégué de Banikani nous parle ici d'un cas récent. Hier, il y a dans une maison là, un petit villa, qu'un démarcheur est parti prendre les Nigériens des Ibo qui atteignent déjà 25 personnes dans une maison. 25 personnes. Et ils sont venus me voir, mes administrés sont venus me voir pour dire, ah délégué, nous avons vu des Ibo qui sont venus dans une maison qui atteignent 25 personnes. Il y a quoi? Je me suis levé, je suis parti. J'ai vu effectivement, les Ibo sont pleins dans la maison là, qui atteignent déjà 25 personnes. Avant même la décision selon laquelle les étrangers se fassent enregistrer chez les autorités locales ne paraissent, il y avait une décision préfectorale à Parakou qui obligeait les chefs quartiers à enregistrer les étrangers venus dans leur quartier. Oui, la nouvelle pour nous, les chefs quartiers, nous l'avons accueilli à bras ouverts, mais il y avait déjà le préfet du Borgou, Cissé, qui avait déjà sorti un arrêté et qui demandait au sécu de faire le travail. Donc, lors d'un conseil d'arrondissement, le CA nous avait déjà entretenu par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire donc que quelque part, sur le plan national, cela revêt quand même un caractère important. Cette histoire-là, vous n'êtes pas sans le savoir qu'avec l'arrivée des djihadistes qui sont en train de faire ravage sur le plan national, avec nos policiers et nos concitoyens, il est quand même urgent que le gouvernement prenne des décisions. C'est dans ce sens-là que moi, je crois que la décision du Conseil des ministres vient à point nommé. On ne peut pas laisser quand même une nation comme ça en l'air où tout le monde entre et tout le monde sort comme si nous étions dans la cour du roi Péto. Moi, j'apprécie cette décision du gouvernement. La mesure est donc bonne pour mieux garantir la sécurité des uns et des autres. Cependant, les chefs quartiers soulèvent quelques difficultés. Bon, je crois que au niveau du gouvernement, tout est d'abord en préparation. Vous savez, lorsque on prend une décision, et à la suite, on essaie de mettre les moyens. Comme on le dit, on nous envoie en mission. Et lorsqu'on envoie en mission quelqu'un, on lui donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? On va les enregistrer comment? Est-ce que ce serait dans une base de données et ce serait avec des registres qu'on va mettre à notre disposition? Pour mon cas personnel, moi j'avais déjà commencé par faire le travail. La semaine passée, j'ai reçu un blanc ici qui est arrivé de la France. Il est arrivé dans le cadre d'un partenariat avec l'ONG Okwabo à Parakou ici. Donc il est venu se faire enregistrer. Mais quand il est arrivé, moi, bon, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il est venu se faire établir une pièce? Il a dit non, qu'il aurait appris quand même les étrangers doivent se faire enregistrer. Voilà pourquoi il est arrivé. Bon, tout de suite, je me suis dit, mais où est-ce qu'il faut trouver un registre pour le faire? Moi, j'avais un registre de fortune, c'est ça qui est sur la table là. Et c'est dans ce registre-là que j'ai pris ces informations. Et il m'a aussi fourni, disons, son passeport que j'ai photocopié, que j'ai gardé. Je lui ai posé certaines questions que j'ai aussi notées dans le registre. Vous êtes arrivé d'où? Vous êtes venu dans le cadre de quelle activité au Bénin? Vous êtes arrivé pour combien de temps au Bénin? Et il m'a donné toutes ces informations-là que j'ai essayé de recueillir dans ce registre-là. Donc vous voyez, quelque part,
il y a les moyens qui nous manquent. Est-ce qu'on va prendre ces informations-là dans un cahier de 100 pages? Est-ce que c'est le gouvernement qui va déjà nous donner un genre de formulaire que nous allons suivre, un canevas que nous allons suivre? Il va falloir que le gouvernement sorte quand même ce genre de registre-là et qu'au niveau national, que le travail se fasse de manière unanime. D'un côté, les démarcheurs et les propriétaires doivent être mis à contribution pour que l'application de la mesure se fasse comme cela se doit. Il y a des gens qui ont construit à Parakou, mais ils ne sont pas à Parakou, ils sont à Cotonou. C'est de Cotonou maintenant qui donnent les chambres aux démarcheurs. Voilà, ils donnent les chambres aux démarcheurs. Le démarcheur trouve son client, il a son pourcentage, si c'est les 10%, il prend ces 10%, lui s'en fout de déléguer. Il donne un rapport déjà au propriétaire. Nous avons déjà trouvé locataire. Prends ton, il a déjà payé l'avance à 3 mois. Il donne les 3 mois, c'est fini. Il ne dit rien. Et c'est après qu'il y a problème. Les élus locaux se doivent donc d'être plus vigilants pour la sécurité des populations. Merci fidèle Ezimbaba. Rentrons-nous à l'école à présent. Quelle est l'utilité de la psychologie dans nos écoles? Cette interrogation préoccupe plus d'un de nos jours. Doit-on, au-delà de l'enseignement dispensé dans les matières littéraires comme scientifiques, mettre un accent sur l'état psychologique des enfants? Étienne Senou est psychologue clinicien. Il nous en parle sur des propos recueillis pour vous par Aristide Kanoussou et Sylvain Bianza. Dans un établissement scolaire, je pense qu'un psychologue est très important dans un établissement pour la simple raison que, vous savez, dans les centres d'apprentissage, l'apprenant s'appuie sur certains éléments. Il y a la mémoire qui est très indispensable dans la récupération du savoir et dans la retransmission du savoir, donc dans son évaluation, dans l'évaluation du savoir. Et la mémoire fait partie de certaines fonctions sur lesquelles s'appuie l'apprenant pour travailler. En dehors de la mémoire, l'apprenant a besoin d'avoir une attention soutenue pour pouvoir écouter. L'attention auditive, l'attention visuelle et j'en passe. En gros, l'apprenant a besoin de ce qu'on appelle les fonctions supérieures. On peut les désigner aussi sous la forme de fonctions cognitives. Et là, lorsque ces fonctions sont perturbées, soit l'enfant est affecté par des données à la maison, les parents sont séparés, l'enfant est maltraité, l'enfant est mal, disons, on l'accompagne mal à la maison, ou bien un enseignant l'a jugé de taré. Rapidement, tout ce qu'il a entendu au niveau de ses sens, au niveau sensoriel, ce qu'il a emmagasiné remonte vers un centre du cerveau qui se chargeront, ce centre va se charger quand même de faire une distribution. Et cette distribution, c'est d'ordre émotionnel. Et quand c'est d'ordre émotionnel, ça va perturber les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des supports véritables sur lesquels s'appuie l'apprenant pour étudier. Lorsque ces fonctions sont perturbées, il n'y a pas une possibilité pour l'enfant même de vous écouter jusqu'à dire qu'il est en train de retransmettre ce qu'on lui a donné en cas d'évaluation. Si c'est le cas, qui s'en occupe? C'est le psychologue. Donc, il a nécessité que des établissements puissent avoir un psychologue au niveau de leur centre. À la rentrée, il y a ceux qui vont commencer nouvellement les collèges. Ceux-là, par exemple, ils seront contents, ils seront pressés de découvrir le collège, naturellement. Ceux qui sont déjà anciens au niveau du collège, ils vont se dire, il y aura une rupture entre les activités ludiques et maintenant les activités scolaires. Alors, certains seront stressés. Il y en a peut-être qui n'ont pas leurs parents. Il y en a peut-être qui ont des difficultés pour commencer. Il y en a peut-être qui sont malades. À leur endroit, je leur demande simplement de se laisser dans une certaine confiance en soi. Et tout doucement, la rentrée n'est pas un contexte de stress. Bien au contraire, ça rentre dans le cycle de leur vie, dans le cycle de la vie normale, pour les aider à parvenir à la réalisation de soi. Voilà, donc confiance en soi et qui se prépare normalement pour affronter les réalités scolaires. Le rôle des parents, comme on le dit souvent, c'est d'abord assumer leurs responsabilités. L'une des responsabilités, pour aller au champ, il faut la roue.
et d'autres outils. Donc pour aller à l'école aussi, il faut le matériel qu'il faut. Il ne faudrait pas que l'enfant en soit dépossédé. Quand l'enfant est privé de ça, il développe ce qu'on appelle, disons, un problème de confiance en soi. Il ne se sait pas, il n'a pas le self-esteem. Donc il faut que d'abord les parents règlent ce problème normalement avec le moyen qu'il faut, le moyen qu'ils ont. On peut vouloir acheter un livre neuf. Si on n'a pas les moyens, on peut acheter un livre de deuxième main, comme on le dit en griffe. Donc en faisant cela déjà, c'est la préparation matérielle que les parents ont réglée. Maintenant, au-delà de ça, il faut que le parent puisse accompagner son enfant dans le déroulement du début de cette année jusqu'au niveau de la fin de l'année scolaire de 2023. En faisant quoi? D'abord, aller dans l'école, prendre connaissance de ce qui s'y passe, prendre contact avec les autorités de l'établissement. Ce n'est pas aussi mauvais de connaître, par exemple, les enseignants, pas pour, disons, corrompre qui que ce soit, mais pour dresser un pont de transmission de tout ce qui peut se passer avec leur enfant dans l'école. Donc, en le faisant, je pense que ça leur permet d'être au courant de ce qui se passe régulièrement. En dehors de ça, il faut l'accompagnement permanent. C'est d'évaluer les besoins de l'enfant et de produire ce qu'on appelle un projet soit individualisé ou bien un projet personnalisé pour l'enfant. Voilà ce que les parents peuvent faire. Étienne Sonou, il est psychologue clinicien. Mesdames, Messieurs, parlons de la cherté de la vie. Cette cherté de la vie, la morosité économique, la paupérisation que connaît la population béninoise n'épargne aucune couche de la société. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, essuient eux aussi les affres de cette cherté de la vie. Quelles sont les raisons de cette situation? Comment s'en sortent-ils? Golf TV Africa y a consacré ce reportage. Ulrich Charles Assobakbi. Plusieurs mois déjà que le gouvernement, après sa tournée explicative sur les réelles causes de la flambée des prix de produits de première nécessité, de la cherté de la vie en général, a promis au peuple béninois alléger sa souffrance par diverses mesures. Malheureusement, jusque-là, rien n'a apparemment changé. Bien au contraire, la crise semble se généraliser et aucune couche n'épargne désormais à la morosité actuelle. Dans le rang des conducteurs de taxi-moto, la crise se fait sentir, surtout avec l'effectif pléthorique des conducteurs. La cherté de la vie, c'est partout, dans tous les domaines. Même si tu es artisan, ou soit tu es particulier, tu dois sentir. Pourquoi je dis ça? Regarde, nous, particulièrement nous les émigrants, quand on sortait de 9h, à 10h, soit à midi comme ça, on trouve un peu 4 000, 3 000. Et maintenant, tu vas conduire jusqu'à 9h, à midi, tu ne vas pas encore trouver au moins 2 000 francs. Je dis 2 000 francs. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de conduire. C'est à cause de quoi? À cause de pauvreté. C'est à cause de pauvreté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de conduire. Ce n'est pas bon. Et encore, le gouvernement aussi, ils ont chassé les gens pour dire qu'il y a des faux diplômes. Eux là, ils sont rentrés dans ZEM pour en train de conduire ZEM. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plein de ZEM à Cotonou. Sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les émigrants d'aujourd'hui souffrent. Puisque le nombre a augmenté, le nombre a accroître. Les licenciements, les limogeages, les quoi là, ça fait que le monde a accroître. Si nous prenons le cas des cheminots, les 395 qu'on vient de licencier, tout ce monde-là vont faire quoi si ce n'est pas les émigrants? Les ceux de la Sonacop d'hier, qu'on a Maroon Militari suspendu, tout ce monde-là, ils font quoi aujourd'hui? C'est les mêmes émigrants. Donc les émigrants aujourd'hui, ils souffrent dans sa chair. L'augmentation quotidienne de l'effectif des conducteurs de taxi-moto, ajoutée à la cherté de la vie, affaiblit davantage leurs revenus journaliers. Difficile parfois d'avoir accès aux 2 repas quotidiens. On est obligé de remanier notre budget. Si tu as l'habitude de manger 200 francs le matin, avec ces 200 francs, il vaut mieux d'aller payer Djongoli ou soit à Tchéké, ce qui va te constituer un peu pour garder, traverser l'après-midi. Si tu vas là-bas manger
Ah, j'ai 200 000, je vais demander spaghetti. Là, tu t'es créé des problèmes. On essaie de remanier notre budget. Avec ça, on va s'en sortir. Pour le dépeuplement du secteur, certains proposent. Il y a beaucoup de terre, au Bénin. Par exemple, les gens qui sont, supposons, à Didja, ou soit à Gbanizou, ou soit à Zogbodome, les gens sont venus ici pour en train de conduire Zem. Pourquoi? Ils ont dit que quand tu voudrais cultiver, ça, tu vas trouver beaucoup de difficultés avant de trouver quelque chose. Et maintenant, l'État a de moyens comme moyens. Il va acheter des tracteurs, ce qu'on veut utiliser pour en train de cultiver. S'ils ont fait ça là, ça serait bon. Les gens vont rester là-bas. Au moins, chaque fin du mois, ça serait un métier. Chaque fin du mois, si l'État donne au moins 50 000, 60 000, les gens doivent rester là-bas. Et après, ce qu'ils ont récolté, l'État doit prendre ça pour revendre ça. Et pourquoi l'État ne peut pas faire ça? S'ils ont fait ça, il y a eu le corps du Zem, ça diminue un peu beaucoup. Quand tu vas avoir 60 000 par mois et tu vas laisser pour conduire Zem, non, je dis non, monsieur le président. Il faut faire quelque chose pour les Zéminiamans. Ça serait bon pour vous. En attendant de trouver les alternatives pour dégraisser le secteur, certains citoyens préconisent. Mais si, en haut, vous ne commencez pas par vous sacrifier, par réduire vos salaires politiques, mais le bas peuple, à qui vous demandez chaque jour, serrez vos ceintures, serrez vos ceintures. Voilà. Il y a bientôt la rentrée. Les parents ne savent où mettre la tête. Je suis victime. Je voudrais inviter le gouvernement, avec respect que je le dois, monsieur le président Patrice Talon. Il n'a qu'à revenir dans la réforme du SEM pour faire quelque chose pour les Zéminiamans. Il n'a qu'à faire quelque chose pour les Zéminiamans. Lorsque, en 2016, c'est ici que était arrivé pour dire que quand on voudrait aller aux élections, on va venir ici d'abord. Et lorsque le président a pris le pouvoir, il a laissé nous les Zéminiamans. Ce n'est pas bon. Je pense qu'il n'a qu'à faire quelque chose pour les Zéminiamans. Il a fait ça pour les autres, non. Et pourquoi le corps du Zéminiamans? Il n'a qu'à faire ça. Monsieur le président, je vous invite de faire ça. Ça sera bon pour vous. Espérons que ces appels touchent les cœurs des dirigeants pour non seulement le soulagement des conducteurs de taxi-moto, mais du peuple béninois en général. Mali, un groupe de jeunes tente de relever un défi particulier, celui de cartographier la capitale Bamako, ses caniveaux notamment. Le point dans un instant. Plusieurs caravanes de la formation politique, les transformateurs, parcouraient la ville hier. Précision dans un instant. Le ministère russe de la Défense affirme que la contre-offensive de l'Ukraine dans le sud a échoué, mais Kiev affirme que ses forces ont détruit un pont à Kherson. Deuxième partie de cette messe de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Au Mali, un groupe de jeunes tente de relever un défi bien particulier, celui de la cartographie de la capitale Bamako, ses caniveaux notamment. Ce projet a pour objectif d'aider les collectivités et les autorités à moderniser la ville. Reportage. Sous un soleil de plomb, Mamadou Menta se penche au-dessus d'un conduit d'égout pour le mesurer. Cet étudiant malien de 27 ans, inscrit en master de géographie, cherche à cartographier les caniveaux de Daoudabougou, un quartier de Bamako. Smartphone en main, avec ses deux camarades, il sillonne la ville. L'objectif c'était de faire la cartographie des caniveaux de drainage de Daoudabougou pour voir quel est l'état des caniveaux actuels lors de l'hivernage à Bamako. Maintenant, avec ces outils, à chaque niveau, on essaie de prendre
profondeur du caniveau, la largeur. Maintenant, avec l'application, ça nous permet de faire la cartographie directe en temps réel, en marchant avec l'application ODK. Leur mission s'inscrit dans le cadre d'OpenStreetMap, un espace collaboratif de cartographie inspiré de Wikipédia et lancé en 2004 en Angleterre pour constituer une base de données géographiques en ligne libre d'utilisation. Nathalie Sidibé, la fondatrice de la branche malienne d'OpenStreetMap, explique que Bamako, la capitale du Mali, ne pourra devenir une smart city, une ville intelligente, que si les gens commencent à changer de mentalité par rapport à l'urbanisme. Il faut changer les habitudes ici. Pour changer les habitudes et amener les populations à utiliser les outils numériques. Elle ajoute qu'avec son équipe d'une vingtaine de personnes, ils ont vu dans la cartographie un moyen de contribuer concrètement au développement de leur territoire. Un constat que soutient Adama Konaté, adjoint au maire de la commune 5 et chargé de l'environnement, de l'assainissement et de l'eau. Ici, à Daoudabougou, la cartographie a des intérêts capitaux. Ça nous permet d'abord, nous, autorités, au niveau de la collectivité, de mieux planifier nos activités, de mieux alors les programmer afin alors d'aller à leur mise en œuvre. À partir de la carte, on sait déjà qu'à Daoudabougou, alors en tel lieu, il y a besoin de drainage. En tel lieu, il y a besoin alors de dépôt, de réaliser un dépôt de transit d'ordures. Mahamadou Wadidier, directeur de l'Agence de développement régional de Bamako, un organisme public chargé d'assister les collectivités dans leurs projets de développement, confirme que désormais, les autorités peuvent se renseigner rapidement sur un ordinateur. Malheureusement, le maire n'est pas de son bureau, n'avait aucune information sur ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, à travers un clic, il peut accéder à ces informations et même être en contact avec les responsables pour pouvoir avoir des informations à chaud. Victime d'une croissance fulgurante et anarchique, Bamako, la capitale du Mali, est encore loin de devenir une agglomération moderne. Mais les efforts de ces jeunes vont permettre de résoudre de nombreux problèmes. Tchad, plusieurs caravanes de la formation politique Les Transformateurs parcouraient la ville hier pour appeler à un meeting samedi. Ils ont été interceptés par la police pour troubles à l'ordre public. Des interpellations qui crispent le climat politique déjà tendu. Reportage. La police nationale indique sur sa page Facebook avoir arrêté 84 militants des transformateurs qui paradaient sans autorisation au centre-ville pour troubles à l'ordre public et attroupement non autorisé par le ministère de la Sécurité publique. Les personnes interpellées se trouvent entre les mains des services de sécurité pour besoin d'enquête. Sur sa page Facebook, le parti d'opposition se défend de ce dont il est accusé et rappelle qu'il procède ainsi pour lancer des appels à la mobilisation depuis 3 semaines. La formation politique de Success Masra dénonce des arrestations arbitraires et menace de manifester pour obtenir la libération de ses 91 militants. Dans son test, le parti de Success Masra indique que l'heure de l'intimidation des Tchadiens est révolue. Le parti, qui boycotte le dialogue national inclusif depuis son ouverture il y a 2 semaines, assure qu'il maintient son meeting de samedi prochain comme il le fait depuis 3 semaines. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, les religieux et aînés de la République disent constater une intransigeance chez chacun des protagonistes qui risque de faire dégénérer la situation. Afin de baisser la tension, ils invitent les Tchadiens de toutes les religions à prier pour l'avenir de leur pays. La Zambie, qui s'était déclarée en défaut de paiement au cours de l'année 2020 avec une dette globale extérieure de 17 milliards de dollars, vient enfin d'obtenir du Fonds monétaire international un soutien de 1,3 milliard de dollars. L'accord de principe avait été acquis fin juillet alors que Lusaka annonçait avoir trouvé un accord avec ses principaux créanciers, la Chine et la France notamment. Le conseil d'administration du FMI vient d'approuver l'enveloppe qui sera versée sur 3 ans. Suivez. Le cas zambien fait figure de test pour les pays surendettés. Premier pays à avoir fait défaut sur le remboursement de sa dette en 2020, Lusaka réclamait depuis une assistance internationale.
Pour parvenir à une solution, il a fallu près de 2 ans de négociations avec les créanciers publics et privés qui ont finalement accepté fin juin de renoncer à certaines de leurs exigences en échange d'engagements de réforme. Il ne restait plus qu'au conseil d'administration du FMI à approuver un plan d'aide sur 3 ans. Le rôle de la Chine et de la France, qui dirigeaient le groupe des créanciers, a été fondamental dans le cas zambien. Reste à savoir si ces créanciers parviendront au même résultat avec des pays comme le Tchad et l'Éthiopie, eux aussi en situation critique. Dans le cas tchadien, c'est la dette auprès des négociants privés de pétrole qui bloque toujours. 2 ans après l'engagement pris par le G20 d'aider les pays surendettés, le dénouement de la crise zambienne est un soulagement. D'autant que dans l'intervalle, le nombre de pays en difficulté n'a cessé d'augmenter. Ghana, Égypte ou Tunisie ont vu leurs finances publiques se dégrader de façon inquiétante ces derniers mois. À l'université de Wits à Johannesburg, une des plus prestigieuses universités du continent africain, on fête les 100 ans. Créé en 1922, cet établissement occupe 400 hectares et sur 2 campus. C'est une mini-ville au cœur de la capitale économique sud-africaine. Suivez. Pour son 100e anniversaire, la vieille dame s'est refait une beauté. La façade du grand amphithéâtre, semblable à un temple avec ses 8 colonnes, vient d'être restaurée. Construit dans les années 1920, c'est le monument iconique de l'université. Il symbolise Wits, il symbolise les études supérieures, il symbolise Johannesburg. En 1966, Robert Kennedy est venu parler ici. On est vraiment dans l'épicentre de Wits. Un centre de gravité pour les étudiants des 5 facultés qui continuent d'emprunter l'entrée originelle, à une époque où Wits n'accueillait que 1000 étudiants contre 40 000 aujourd'hui. Des étudiants qui sont fiers d'appartenir à cette institution. Étudier la médecine à Wits a toujours été l'un de mes rêves. Je voulais faire partie de cette famille car sa réputation est excellente. Au lycée, vous faites partie des meilleurs et maintenant vous arrivez ici et il faut travailler pour atteindre le haut niveau, donc c'est intimidant. L'université a vu le jour au début du XXe siècle pour soutenir l'industrie minière et aujourd'hui encore, des recherches y sont menées pour réfléchir au futur du secteur. Le sous-sol et ses différents trésors intéressent les scientifiques. Le professeur américain Lee Berger, explorateur pour National Geographic, nous ouvre les portes de son antre. Bienvenue dans la chambre forte. Vous avez devant vous plus de la moitié des fossiles humains découverts en Afrique qui sont conservés dans cette pièce. Nous sommes ici en Afrique, dans une université de classe mondiale, capable de mener ce genre de recherche. On ne peut pas faire ça ailleurs dans le monde. Je vois comment c'est aux États-Unis et je préfère rester un visiteur. 3e meilleure université d'Afrique, selon le classement de Shanghai, Wits n'aurait rien à envier aux autres universités. La concurrence n'inquiète pas la direction. Je préférerais que la concurrence soit plus rude. Nous avons besoin de plus d'universités du niveau de Wits parce que c'est bon pour le développement de l'économie du savoir sur le continent. Je pense que la concurrence la plus forte vient de la Chine. Wits tire sa renommée internationale de ses recherches médicales, notamment contre le VIH ou le Covid. C'est aussi une université où les sciences sociales occupent une grande place. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe, professeur à Wits depuis 2001, est régulièrement publié et traduit dans le monde entier. Il s'inquiète d'un repli sur soi de l'Afrique du Sud qui porterait atteinte à l'université. On pourrait faire mieux si effectivement le gouvernement sud-africain prenait conscience du fait qu'il y a là une énorme opportunité et si ce gouvernement décidait de réformer véritablement les conditions d'entrée et de séjour dans ce pays qui devient malheureusement fermé sur lui-même. Université publique, Wits est financée en partie par l'État et par les droits d'inscription. Pour fêter son centenaire et assurer sa longévité, une grande campagne de dons a été lancée pour récolter 180 millions de dollars. Plus des 2/3 ont été recueillis. Le gouvernement éthiopien et les forces du Tigré échangent des accusations au sujet de nouvelles attaques.
Jeudi, hier donc, le Front de libération du peuple du Tigré a accusé les troupes gouvernementales alliées éthiopiennes et érythréennes et de lancer des offensives massives dans le nord-ouest. Mais le gouvernement éthiopien accuse les rebelles tigréens d'étendre les combats à la frontière avec le Soudan. Cela survient au milieu des appels internationaux pour mettre fin à la violence qui a repris mercredi dernier, rompant bien entendu un cessez-le-feu mis en place depuis mars. Suivez. Le gouvernement éthiopien et ses forces du Tigré échangeaient sur des accusations au sujet de la nouvelle attaque. Jeudi, le Front de libération du peuple du Tigré a en effet accusé des troupes gouvernementales alliées éthiopiennes et érythréennes de lancer des offensives massives dans le nord-ouest. Mais le gouvernement éthiopien accuse les rebelles tigréens d'éteindre des combats à la frontière avec le Soudan. Cela survient au milieu des appels internationaux pour mettre fin à la violence qui a repris mercredi dernier, rompant un cessez-le-feu en place depuis mars. L'Éthiopie et l'Érythrée, je vous le disais, ont lancé hier sur le territoire érythréen une offensive conjointe et une guerre totale contre la région dissidente du Tigré. C'est ce qu'affirment les autorités rebelles. Les autorités éthiopiennes, elles, disent être dans une position défensive. Suivez. Le porte-parole des rebelles tigréens, Kindeya Gebrehiwot, soutient que les deux armées attaquent depuis l'Érythrée voisine. L'ennemi, ayant déjà déplacé une force massive en Érythrée, a maintenant commencé une campagne conjointe avec la force d'invasion étrangère de l'Érythrée. De son côté, le gouvernement éthiopien a simplement affirmé que l'armée reste en posture défensive pour contrer les attaques lancées dans toutes les directions par les rebelles. Répondant aux appels à la cessation des hostilités et au dialogue, Addis Abeba estime inacceptable ce qu'elle qualifie de rhétorique des deux camps, de la communauté internationale qui met sur le même pied le gouvernement et ce que l'Éthiopie qualifie d'une clique belligérante. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août entre gouvernement fédéral éthiopien et autorités rebelles du Tigré. En conflit depuis novembre 2020, ils s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté mercredi soir le gouvernement éthiopien et le TPLF à arrêter immédiatement les opérations militaires et à travailler à la fin du conflit. Le ministre russe de la Défense affirme que la contre-offensive de l'Ukraine dans le sud a échoué, mais Kiev affirme que ses forces ont détruit un pont à Kherson utilisé par les troupes russes pour acheminer du matériel et des munitions. Pendant ce temps, une équipe d'experts nucléaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a effectué une première inspection de la centrale nucléaire ukrainienne endommagée à Zaporizhzhia. Reportage. Raphaël Grossi et l'équipe de l'AIEA ont quitté aujourd'hui la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à 35 miles d'ici, puis ils sont retournés à Zaporizhzhia. Raphaël Grossi a déclaré que l'AIEA a pu regarder l'arrière des générateurs ainsi que d'autres équipements. Il dit qu'il est évident que le bâtiment a subi des dégâts. L'intégrité physique de la structure a été endommagée. Ils disent néanmoins qu'ils ne peuvent pas déterminer si ces dégâts étaient intentionnels ou accidentels. Mais Raphaël Grossi a souligné que l'AIEA maintiendrait sa présence dans la centrale pour dire « nous sommes ici ». Ils veulent conserver cette présence. Une équipe a été laissée sur place jusqu'à dimanche. Nous savons aussi qu'il y a eu un véritable danger quand l'équipe est entrée ou était en route pour la centrale. Raphaël Grossi évoque des fusillades ou des tirs de mortier répétés. L'équipe portait des vêtements de protection en route vers le site. Ils ont quitté le territoire ukrainien pour se rendre le matin sur le site occupé par la Russie. Puis ils sont retournés en Ukraine disant qu'il y a eu beaucoup de risques pour le personnel. Ils voulaient retourner dire au monde ce qu'ils ont vu dans cette centrale nucléaire. Une nouvelle subvention sur le carburant est entrée en vigueur le 1er jour de septembre en France pour aider les conducteurs face à la hausse des prix. Elle s'appuie sur une précédente subvention introduite plus tôt cette année et voit maintenant l'État payer 30 centimes pour chaque litre acheté.
Reportage. Depuis avril, le taux auquel le gouvernement subventionne les prix de l'essence était de 18 cents par litre. Dans le cadre de nouvelles mesures de lutte contre l'inflation, le nouveau taux sera désormais de 30 centimes par litre jusqu'à la fin du mois d'octobre. La première ministre a déclaré que l'État agissait pour aider la population avec ce qu'elle a appelé une mesure supplémentaire pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. En juillet, le gouvernement a adopté une nouvelle loi prévoyant 44 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour lutter contre l'inflation galopante et la hausse des prix de l'énergie. La nouvelle subvention de 30 centimes par litre a été programmée pour donner un coup de pouce aux parents en entrant en vigueur pour coïncider avec le début de la nouvelle année scolaire. La subvention devrait tomber à 100 centimes par litre en novembre et décembre. Cette mesure intervient alors que le pays se prépare à un hiver difficile. Vendredi, le président Macron présidera une réunion de crise avec la première ministre et les secrétaires d'État aux finances et à l'énergie afin de discuter de la manière dont la France va faire face aux éventuels problèmes d'approvisionnement en gaz et en électricité cet hiver. Le géant russe de l'énergie Gazprom a déjà suspendu ses livraisons de gaz à la France en raison de ce qui est décrit comme un différend contractuel. La crise énergétique en Europe pourrait montrer des signes d'apaisement. Le responsable de l'énergie de l'Union européenne a déclaré que le groupe avait déjà atteint ses objectifs de stockage de gaz 2 mois avant l'échéance de novembre. Pendant ce temps, la Russie dit qu'elle ne fournira pas de pétrole aux participants du plafonnement des prix. La Maison-Blanche a déclaré plus tôt que les ministres des Finances du groupe des 7 discutent d'un plafonnement des prix du pétrole russe lors de leur réunion de ce jour. Suivez. Un grand soupir de soulagement ici à Bruxelles et sans doute dans d'autres capitales européennes alors que l'Union européenne a rempli ses réserves de gaz à 80% de sa capacité, 2 mois plus tôt que prévu. L'histoire de la précipitation de l'Europe pour s'attaquer à la crise de l'énergie au cours des derniers mois a été un mélange de marchés volatiles, de pénuries russes, de représailles et de difficultés techniques imprévues. Cela n'a certainement pas été une tâche facile pour les gouvernements européens désireux de protéger leurs citoyens contre l'augmentation des factures énergétiques. 10 pays qui ont dépassé individuellement la barre des 80%, la Pologne et le Portugal remplissant 100% de leurs réserves de gaz, il est important de dire que la capacité de stockage varie assez considérablement. L'Allemagne a par exemple plus de 80 fois plus de capacité de stockage que le Portugal. 6 autres pays sont sur le point d'atteindre 80% en novembre, ce qui signifie que plus de la moitié des États de l'Union européenne sont en avance ou dans les délais. Cependant, cela signifie que l'Europe dispose d'un filet de sécurité en cas d'urgence plutôt que d'une solution complète à la crise énergétique. Certains pays sont encore à la traîne, notamment la Bulgarie et la Lettonie, et 9 pays, dont la Finlande, l'Irlande et la Grèce, n'ont pas de capacité de stockage à proprement parler, s'appuyant sur des accords de solidarité avec d'autres États de l'Union européenne. D'où l'importance de cet objectif de 80% à l'échelle du groupe des 27. Bien que cela ne signifie en aucun cas la fin de la crise énergétique, cela signifie au moins que l'Europe dispose d'un filet de sécurité pour passer l'hiver. Le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a dépassé les 600 millions. C'est ce que révèlent les données de l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation indique que l'Europe et les Amériques représentaient plus de 70% des cas confirmés dans le monde et plus de 115% des décès. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre cumulé de cas confirmés et de décès. Viennent ensuite l'Inde et le Brésil. Selon l'OMS, Omicron reste le brin dominant, en particulier la sous-variante BA5, bien que le nombre hebdomadaire des nouveaux cas et de décès soit en baisse. L'OMS met en garde contre une augmentation des hospitalisations et des décès à l'approche de l'hiver. Suivez. Le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a dépassé les 600 millions. C'est ce que révèlent les données de l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation indique que l'Europe et les Amériques représentent plus de 70% des cas confirmés dans le monde et plus de 75% des décès. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre cumulé des cas confirmés et de décès.
Viennent ensuite l'Inde et le Brésil. Selon l'OMS, l'Omicron reste le brin dominant, en particulier sa sous-variante BA.5. Et bien que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas et de décès soit en baisse, l'OMS met en garde contre une augmentation des hospitalisations et des décès à l'approche de l'hiver. Le Texas, État américain connu pour son élevage de bœufs, est confronté à la sécheresse, un problème qui contraint beaucoup de producteurs à abattre leurs troupeaux, ce qui, au bout du compte, peut signifier des prix plus élevés pour les consommateurs de viande. Suivez. Le Caney Creek Ranch se trouve à mi-chemin entre Houston et Dallas. Le propriétaire, Wesley Radcliffe, et son troupeau de 500 bêtes survivent à un été chaud et sec, car le Texas est aux prises avec une sécheresse qui oblige les éleveurs tels que Wesley Radcliffe à choisir entre continuer à élever les vaches ou les abattre. Radcliffe a déjà commencé à abattre ses animaux et il a vendu 50 têtes de son troupeau déjà cette année. C'était des mamans vaches plus âgées et elles auraient pu nous produire des femelles. Mais plutôt que d'attendre, nous avons continué à les expédier à l'usine de viande. J'appelle une usine de viande pour que ça sonne bien. Depuis la mi-juillet, plus de 93% de l'État du Texas est en sécheresse, allant de sécheresse modérée à exceptionnelle, selon le Service américain de contrôle et de surveillance de la sécheresse. La sécheresse exceptionnelle, ou D4, soit le niveau le plus élevé, est caractérisée par la perte généralisée de pâturage et de culture, ainsi que par des pénuries d'eau dans les réservoirs, les ruisseaux et les puits, créant des situations d'urgence. À la mi-août, plus d'un quart du Texas était en sécheresse exceptionnelle. On en voit l'impact ici à la vente aux enchères de bétail de l'Est du Texas à Crockett. Il n'y a plus d'herbe. Les vaches commencent à perdre du poids. Les vaches sont faibles parce qu'il n'y a pas de protéines. Alors, on se débarrasse de beaucoup de vaches. Paul Craycraft est copropriétaire de cette vente aux enchères. Il soutient qu'en temps normal, la plupart des vaches achetées ici seraient mises au pâturage. Seule une minorité aurait été envoyée à l'abattoir. Mais la sécheresse a tout changé. Normalement, vous verrez peut-être que 40% des vaches en vente seront abattues, ou peut-être 30%. En l'état actuel des choses, 75% de la production des 2 derniers mois vont être abattues. Ils ne rentreront pas chez eux à la ferme parce que l'étable n'a pas d'herbe. Plus il y a de vaches vendues à l'abattoir, moins il y a de vaches matures mettant bas. Comme le Texas représente jusqu'à 14% du cheptel bovin américain, cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, les consommateurs vont ressentir les effets de la sécheresse à la boucherie et à l'épicerie. La pression sera forte pour que des prix de bétail soient plus élevés, que des prix de bœufs soient plus élevés au cours des prochaines années, à mesure que les effets de la sécheresse se feront sentir. Et donc, du point de vue des consommateurs, nous allons faire face à des approvisionnements en bœufs plus difficiles, avec rien d'autre que des prix de plus en plus élevés. Wesley Radcliffe garde à l'esprit que ce n'est pas la première sécheresse de sa vie. Nous avons eu une sécheresse en 2011 et les gens ont abandonné l'industrie. J'ai vendu quelques vaches cette année-là. Je n'en ai pas vendu beaucoup. Et j'étais tellement content de ne pas l'avoir fait parce que lorsque le marché s'est redressé, j'ai pu vendre des vaches à un meilleur prix que si je les avais vendues auparavant. Wesley Radcliffe dit qu'il va encore essayer d'endurer et aussi prier pour qu'il pleuve. Le ministère de la Justice des États-Unis a publié un document pour justifier la perquisition menée par le FBI à la résidence de l'ancien président Donald Trump en Floride. Suivez. Pour des experts, l'acte de procédure du département américain de la justice a établi l'extrême sensibilité des documents top secrets qui ont été saisis. La photo est claire, comme de l'eau de roche. Elle montre qu'il s'agit bien d'informations classifiées. Il a soutenu ou suggéré avoir déclassifié des documents. Ceux-ci ne sont pas marqués déclassifiés. Le FBI a perquisitionné le domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride le 8 août dernier. 2 mois auparavant, un de ses avocats avait fait état de la restitution de tous les documents classifiés. C'est cela qui a aggravé la situation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura une inculpation, c'est la dissimulation, c'est l'obstruction.
L'avocat Bradley P. Moss est également d'avis que Donald Trump pourrait faire l'objet d'accusations criminelles en lien avec ces documents, mais il ne croit pas qu'une inculpation soit imminente. Pour des observateurs, le ministère de la Justice va examiner probablement les implications politiques de l'inculpation d'un ancien président tout en tenant compte de celles liées à la sécurité nationale. Donald Trump a nié tout acte répréhensible, mais n'a pas expliqué pourquoi il avait retiré tant de documents classifiés de la Maison-Blanche. Dans des publications sur les réseaux sociaux, il a attaqué le ministère de la Justice et le FBI, affirmant que la perquisition de son domicile était politiquement motivée. Le président démocrate Joe Biden a condamné les attaques de certains républicains contre le FBI. C'est écœurant de voir les nouvelles attaques contre le FBI. Il a également déclaré qu'il laisserait l'enquête entièrement au ministère de la Justice. Cette année, la conférence mondiale de l'intelligence artificielle a débuté depuis hier à Shanghai et jusqu'à demain samedi. L'événement réunit des scientifiques, des entrepreneurs, des responsables gouvernementaux et des représentants d'organisations internationales, avec pour objectif présenter les derniers développements et opportunités de l'industrie de l'intelligence artificielle. Plus de 200 exposants présentent leurs derniers produits. La 5e édition de la conférence mondiale de l'intelligence artificielle a été placée sous le thème « Connectivité intelligence, multiverse infini ». Suivez. Plus de 200 exposants présentent leurs derniers produits. La 5e édition de la conférence mondiale de l'intelligence artificielle a débuté à Shanghai, placée sous le thème de connectivité intelligente multivers infini. Les organisateurs ont indiqué que plus de 30% des entreprises ayant rejoint l'événement y participaient pour la première fois, apportant leurs derniers produits, des interfaces d'ordinateurs à des puces de l'IA jusqu'à des technologies de métavers. Ils ont affirmé que l'événement était devenu une fenêtre importante des tendances industrielles et des technologies d'avant-garde. Cette année, une zone métavers a été installée afin que les visiteurs puissent expérimenter les fonctions de ce qui est décrit comme un réseau intégré de monde virtuel en 3D. La conférence présente également les dernières applications pratiques de la technologie commerciale liée à l'intelligence artificielle dans des secteurs tels que la finance, la sécurité et la vente au détail. Mais les experts ont indiqué qu'un secteur profitait de plus en plus de l'intelligence artificielle et c'était celui de soins de santé. Le système chirurgical laparoscopique Toumai est considéré comme l'un des 8 trésors de l'événement de cette année. Ce robot chirurgical à 4 bras est entièrement conçu et fabriqué en Chine. Et il a été préparé durant 7 à 8 ans avant d'obtenir l'approbation EMPA en janvier de cette année. Les instruments chirurgicaux sont petits, équivalents au mouvement du poignet du chirurgien, qui peut entièrement réaliser une opération depuis différents angles, d'une façon le moins invasive possible, avec un temps de récupération plus court. Comparé aux robots industriels traditionnels, les robots adaptatifs ont des performances de contrôle plus élevées et l'IA peut aider à fournir de la flexibilité en automatisant des tâches nuisibles et pouvant faire du mal. Les robots adaptatifs sont conçus comme un robot à objectif général et nous avons développé notre application au service médical, à la transformation des aliments et à toutes sortes de secteurs différents. Outre des tâches ennuyeuses, voire risquées, les corvées quotidiennes semblent ne pas être un problème pour ces robots. Et les experts recherchent les opportunités que l'IA pourra apporter à l'avenir. Des fonctionnaires, des universitaires et des entrepreneurs se sont réunis en marge du Salon international du commerce des services de Chine. C'est pour discuter du rôle et de l'avenir du commerce numérique. Les détails dans ce reportage. Le forum sur les tendances et les derniers développements du commerce numérique s'est concentré sur la numérisation en tant que moteur d'un développement de haute qualité. Les participants ont abordé un large éventail de sujets, notamment la technologie numérique, le commerce et la coopération pour le développement. L'un des orateurs était le vice-ministre chinois du commerce. Il a souligné le rôle important du commerce numérique, le décrivant comme une puissance capitale pour la reprise du commerce mondial lors de la pandémie de coronavirus.
Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les exportations mondiales de services en 2020 ont diminué de 18% en glissement annuel et les exportations de services numériques représentaient 63,6% des exportations mondiales de services, soit une augmentation de 11,8 points de pourcentage par rapport à 2019. Pendant ce temps, selon un rapport de l'Université de commerce international et d'économie et d'autres instituts de recherche, l'ampleur des transactions mondiales de commerce électronique transfrontalier a dépassé 1000 milliards de dollars en 2020, en hausse de 30% en glissement annuel, tandis que le commerce mondial de marchandises a chuté de 7,5% au cours de la même période. Le commerce électronique transfrontalier a joué un rôle important dans la reprise et le développement du commerce mondial. Monsieur Brian Arthur, économiste de renommée mondiale et universitaire de l'Université de Stanford, a également parlé de l'avenir du commerce numérique. Je crois que la numérisation dans l'économie n'est absolument pas dormante, n'est pas endormie et n'est pas la même chose. Je crois que les entreprises traditionnelles se réorganisent régulièrement en utilisant de nouvelles technologies et améliorent les technologies pour repenser leur façon de travailler. Ils se restructurent, je crois. De nombreux pans de l'économie deviennent autonomes et je crois que la robustesse devient importante, la capacité de se réadapter rapidement face aux changements imprévus. De nombreux participants ont également appelé au renforcement de la coopération internationale afin de créer un environnement plus ouvert et innovant pour le commerce numérique. Plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants dans près de 538 communes au Niger du fait des inondations. Les deux régions de Maradi et de Zender sont les plus impactées avec 58 morts à la date du 29 août. Pendant ce temps, l'eau continue de monter sur les rives du fleuve Niger. La cote d'alerte est dépassée avec plus de 540 cm. Les riverains sont priés de quitter les zones inondables. Suivez. Les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le pays de la mi-juillet au 29 août 2022 ont provoqué d'importantes pertes en vies humaines et en matériel. Ainsi, selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, 82 personnes sont mortes suite à l'effondrement de leurs maisons et à des noyades. Ce sont les régions de Maradi et de Zinder qui ont été les plus impactées, respectivement avec 32 et 26 décès. Sur l'ensemble du pays, ce sont 38 départements, 89 communes et 538 villages qui sont inondés. On dénombre ainsi plus de 12 000 maisons effondrées, 14 000 tonnes de vivres emportées par les eaux en furie et plus de 100 000 personnes sinistrées. Toutes ces victimes sont prises en charge par les services compétents. Elles sont relogées sur des sites aménagés et dans des écoles. Parmi les 8 régions du pays, seules celles de Niamey et d'Agadez sont les moins impactées. Au niveau des régions du fleuve Niger, le pire est à craindre. Malgré la réhabilitation des digues du côté de la ville de Niamey et de ses environs, l'eau continue de monter. Les populations riveraines sont sommées de quitter le lit du fleuve et les zones inondables. Après avoir pris les armes, notamment pour réclamer l'indépendance du nord du pays, le mouvement national de libération de l'Azawad dit maintenant s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'anciens rebelles, lesquels ont paraphé un accord de paix à Bamako au Mali il y a 7 ans. Suivez. Avec cette décision de fusion, le mouvement national de libération de l'Azawad et plusieurs autres groupes réunis sous la bannière de la coordination des mouvements de l'Azawad mettent ainsi un terme aux revendications autonomistes. Le Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité politico-militaire, conformément aux résolutions de son Congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre 2019 et de la déclaration finale de la session ordinaire du bureau exécutif de la CEMA tenue les 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Le bureau exécutif du MNLA a été chargé d'entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad en incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. La fusion, en réalité, c'est une exigence du contexte actuel. Et il y a eu un premier départ, c'est-à-dire l'organisation de la CEMA. C'est déjà un premier pas vers, en tout cas, l'unification des mouvements
pour qu'il soit encore plus fort, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les mouvements qui composent la SEMA. La réunion, qui s'est déroulée à Kidal, dans le nord du Mali, a rassemblé plusieurs centaines de participants. Ces dernières années, les relations des groupes armés ex-rebelles avec Bamako s'écrivent en dents de scie. L'accord de paix signé en 2015 qui prévoit entre autres des mesures de décentralisation et l'intégration d'ex-rebelles dans l'armée nationale n'est que très peu mis en œuvre. Je crois que quand ces trois mouvements s'unifient dans une seule entité, je crois que ça va donner la force ça va nous donner la force dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la politique, c'est une force, surtout dans le domaine sécuritaire. Surtout que nos régions, nos populations subissent des exactions extrajudiciaires des groupes extrémistes. Faisant toujours face à un conflit qui déstabilise le pays depuis 10 ans, Bamako a annoncé début août la réintégration dans son armée de quelques 26 000 ex-rebelles. Une option qui, beaucoup l'espèrent, contribuera au retour à une stabilité politique et militaire dans ce vaste pays. Cette rémunération, selon un communiqué de l'opposant Martin Fayoulou, fait saigner les caisses de l'État. Nous sommes en République démocratique du Congo, 21 000 $ par mois. Et cela depuis janvier. Les députés congolais seraient mieux payés que leurs homologues de France et des États-Unis. À 2 semaines de la rentrée parlementaire, la société civile exige la publication de ce que gagnent les élus et leurs dirigeants. Suivez. Ces émoluments, selon Martin Fayoulou, sont 15 fois plus élevés que le salaire d'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier congolais. Selon l'opposant, il s'agit de corruption à grande échelle. Depuis ce communiqué, les députés avancent des chiffres qui se contredisent dans les médias. 4 000, 7 000 ou alors 16 000 $ mensuels. Certains confirment le communiqué de Fayoulou quand d'autres l'accusent de populisme. La loi des finances prévoit 11 000 $ par député, mais d'autres sommes payées en dehors du circuit bancaire sont invisibles et difficiles à tracer. En plus de leur salaire de base, les députés membres du camp au pouvoir percevaient par exemple, après la mise en place de l'actuelle majorité, une prime de motivation. La loi des finances de l'exercice en cours alloue à l'Assemblée nationale 270 millions de $, dont le tiers pour les rémunérations. L'ONG congolaise ACAJ s'en inquiète et appelle à clarifier la situation. Martin Fayoulou, quant à lui, appelle l'équipe dirigeante de l'Assemblée à jeter l'éponge. L'Union européenne cherche des sources alternatives au sein de ses membres. C'est pour atténuer ce qu'on appelle aujourd'hui la crise énergétique. Une crise énergétique a forcé les Pays-Bas, membres de l'Union européenne, à reconsidérer la fermeture prévue de l'un de ses plus grands camps de gaz naturel exploité depuis 1963. Suivez. La course pour faire face à la crise énergétique et remplacer les approvisionnements en gaz de la Russie est déjà en cours. Les gouvernements européens accusent une fois de plus Moscou de faire de ces approvisionnements en gaz une arme après que la compagnie russe Gazprom a annoncé qu'elle couperait le gaz vers l'Europe occidentale en raison de la maintenance du gazoduc Nord Stream 1. Face à la volatilité de la Russie, les gouvernements européens pourraient être tentés de puiser dans l'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, celui de Groningen dans le nord des Pays-Bas. Le problème est que les tremblements de terre liés à l'extraction du gaz dans la région ont été dévastateurs pour les communautés locales, de nombreuses maisons de la région devant être démolies. Il y a 8 ans, un tremblement de terre a fait s'effondrer le toit de la grange d'Henrik et des fissures sont apparues dans les murs à l'intérieur et autour de sa maison. Vous pouvez voir que nous avons ici aussi une fissure due au tremblement de terre. Ça fait ici 7 ou 8 ans que ça a commencé, mais chaque année la fissure est un peu plus large. Donc le bâtiment vibre toujours et les dégâts vont de plus en plus loin. Le gouvernement néerlandais s'était engagé à fermer le terrain cette année. Mais maintenant, La Haye est sous pression pour repousser cette échéance.
Le gouvernement néerlandais est confronté à un dilemme assez sérieux avec le champ gazier de Groningen, car il se heurte à au moins 3 obstacles sérieux. Le premier concerne les contrats à long terme avec les entreprises allemandes, qui courent depuis longtemps jusqu'aux années 2030. Et le deuxième est la crise énergétique qui a commencé il y a un an. Le troisième concerne la guerre conventionnelle en Europe. De nombreux résidents comme Henrik, qui doivent faire face à l'impact local des tremblements de terre, se trouvent maintenant confrontés à des obstacles plus importants pour fermer le champ. Malgré des années d'action en justice et d'appel à l'aide auprès des autorités, le gouvernement néerlandais n'a installé qu'une structure de sécurité temporaire dans la grange d'Henrik, alors que les problèmes du bâtiment ne cessent de s'aggraver. Le cas d'Henrik est loin d'être unique. Le dernier tremblement de terre qui s'est produit ici à Overschild, juste à l'extérieur de Groningen, a eu lieu au cours des dernières semaines. Maintenant, au fil des ans, les résidents ont vu de première main à quel point les conséquences peuvent être graves. 80% des maisons ici doivent être reconstruites. La crise énergétique est peut-être un problème mondial, mais ses conséquences se font sentir très durement ici, en Hollande. Et ce sera tout pour cette grand-messe de l'information du soir sur Gold TV Africa. Notre invité, Raphaël Tidibin, phytothérapeute, n'a pas pu être de la partie. Il nous a posé un gros lapin. Ce n'est que partie remise. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion aussi vous remercie de nous avoir suivis. Restez câblés Gold TV Africa. Bonsoir chez vous.